Bonjour, bienvenue dans le podcast de la chaire UNESCO en paysage urbain de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Un rendez-vous pour partager des idées, des expériences et des visions et explorer la ville autrement à travers les regards de celles et ceux qui l'imaginent, la transforment et la questionnent. Je suis Léandre Giozza, chercheur et collaborateur de la chaire UNESCO en paysage urbain et j'aurai le plaisir d'animer cet épisode. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le professeur Shin Koseki. Salut Léandre. Bienvenue Shin. Et avec toi, on va parler de ville, de technologie principalement, mais surtout d'intelligence artificielle, de participation. Donc, dis-moi un peu juste, pour que ceux qui nous regardent te connaissent un peu mieux, juste te présenter un peu qui tu es, ce que tu fais, et voilà. Super. Merci beaucoup en fait pour l'invitation. Donc, Shin Koseki, je suis professeur adjoint à l'école d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal et donc titulaire de la chaire UNESCO en paysage urbain. Moi, là-bas, je suis architecte de formation. J'ai fait mes études ici au Canada et puis en Suisse. C'est après quoi j'ai fait des études supérieures en fait en architecture, puis un doctorat en sciences de la ville. Et puis, graduellement, à travers mes recherches, je me suis intéressé beaucoup à la question des données, de l'utilisation des données, en fait, en milieu urbain. Et de fil en aiguille, je me suis de plus en plus intéressé à l'intelligence artificielle, donc l'IA. Et en 2016-2017, en fait, on a lancé une première conférence en Suisse sur la relation entre IA et ville. OK. Ouais, ça, c'est intéressant comme parcours. Bon, moi qui suis aussi urbaniste de formation, je comprends, j'essaye de comprendre comment tu as quitté de l'architecture à l'intelligence artificielle de manière générale. Après, c'est ce qu'on va essayer de voir, le lien un peu qui est entre ces deux champs-là. Parce qu'on a reçu ici Hugo Bérard, qui est aussi un chercheur à la chaire UNESCO, que tu connais très bien, oui, d'ailleurs. Donc, et il nous a un peu parlé de c'est quoi l'intelligence artificielle, cette technologie dont tout le monde parle de nos jours. Il y a un peu une sorte de hype derrière tout ça. Mais pour toi qui allie un peu architecture et intelligence artificielle, quel est le lien ou bien quels sont les éléments qu'il y a de commun entre ces deux champs-là? Alors, si je parle vraiment de mon expérience personnelle, là, de mon propre récit, comme je disais, en fait, dans les années 2015-2016, moi, je travaillais beaucoup sur les enjeux d'utilisation des données en milieu urbain. Ça, c'était en Suisse, donc à l'EPFL. On avait plusieurs projets de recherche, en fait, sur un peu dans la vague du Big Data. Okay? Big Data, Smart City, on essaie de voir quelles données on peut utiliser, à quel escient, pour répondre à différents enjeux. En même temps, je me suis aussi beaucoup intéressé, en fait, à travers le poste que j'avais à l'époque. Là, j'étais coordinateur de 2 centres de recherche, un plus axé urbanisme. On travaille justement sur ces enjeux-là. Mais j'étais aussi coordinateur d'un centre de recherche sur les humanités numériques, où là, on essaie de comprendre quelle est l'utilité ou le potentiel d'utilisation des outils numériques, donc de l'informatique notamment, dans l'analyse, la recherche et le développement en fait, de solutions associées aux humanités. Donc, les humanités, c'est un champ disciplinaire assez vaste là, qui regroupe la littérature, l'histoire de l'art, l'histoire de la culture, de la société et tout, quoi. Et il y avait à l'époque, en fait, une sorte d'engouement assez important sur cette thématique-là, ce qu'on appelait les humanités numériques. Puis c'est un peu en essayant de faire le pont entre les données urbaines d'une part et les données, on va dire, sociales et culturelles de l'autre, que je me suis intéressé donc à l'intelligence artificielle. À l'époque, on ne parlait pas vraiment d'IA comme on le fait aujourd'hui. Là, on parlait beaucoup de machine learning, donc d'apprentissage machinique. Et il y avait une grande conférence à Lausanne qui était organisée chaque année par des professeurs de l'EPFL qui s'appelait Applied Machine Learning Days, donc MLD, dans laquelle, en fait, j'étais comme un peu invité, ou je me suis un peu invité, en fait, pour organiser une conférence, en fait, sur ce sujet-là de l'IA et de la ville. Puis à l'époque, en fait, il y avait comme très peu de gens qui travaillaient à la jonction de ces deux thématiques-là. Mais parce que, justement, il y avait cet engouement pour le Big Data, pour la Smart City, on a quand même été autorisé, en fait, à organiser la conférence. Donc, on a un peu cherché à gauche, à droite, des différents conférenciers qui pourraient venir nous parler, en fait, de leurs travaux à la jonction de ces deux thématiques-là. Puis, rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait, on va dire, 2 profils de personnes qui travaillaient là-dessus. D'une part, on avait beaucoup de chercheuses américaines, britanniques, allemandes, qui, elles,
en fait, s'inquiétaient quand même pas mal des effets de l'IA sur la ville. Donc, c'était vraiment au début du déploiement des systèmes d'IA en milieu urbain. Là, on avait les premiers systèmes de reconnaissance faciale, par exemple, qui étaient utilisés dans différentes villes. Et déjà, on commençait à documenter un peu les effets négatifs de cette technologie-là. Et ces chercheuses-là, en fait, leur inquiétude, c'était si on arrive à déjà démontrer toutes les conséquences négatives qu'il peut y avoir associées à la technologie à une toute petite échelle, qu'est-ce qui va arriver quand cette technologie-là va être mise à l'échelle mondiale, dans l'ensemble des villes du monde? Et notamment, qu'est-ce qui va arriver aux populations, on va dire, marginalisées, qui étaient les plus souvent celles qui étaient en fait victimes de ces algorithmes-là. Et d'autre part, on avait en fait plusieurs chercheurs, beaucoup d'ingénieurs en fait, qui eux sont venus présenter plus des solutions en fait, des outils, des produits, des projets sur lesquels ils travaillaient et qu'ils espéraient justement pouvoir communiquer, éventuellement vendre en fait aux municipalités puis au gouvernement. Donc, c'est un peu à cette jonction-là que mon travail s'est situé dès le départ. Puis aujourd'hui, à la chaire UNESCO, justement, c'est ce qu'on fait. D'une part, on travaille beaucoup sur les questions de gouvernance et de réglementation de l'IA en milieu urbain. Et puis, d'autre part, on travaille aussi au développement responsable d'algorithmes from scratch. OK. Mais c'est vrai que quand j'entends un peu le discours de manière générale sur l'intelligence artificielle, Hugo, que ce soit Hugo, Fred aussi, qui est chercheuse à la chaire, qui était ici dans un autre épisode, ils ont beaucoup insisté sur les éléments négatifs, en fait, c'est-à-dire les impacts négatifs de l'intelligence artificielle. Je trouve qu'il y a une sorte de connotation péjorative de manière générale, principalement chez les chercheurs comme vous, quand on parle d'intelligence artificielle, parce que toi aussi, tu as mentionné le fait qu'effectivement, tu es un peu entré dans la marmite par les impacts négatifs de l'intelligence artificielle en termes de reconnaissance faciale et tout. Mais déjà, est-ce qu'il n'y a pas de points positifs par rapport, justement, quand on parle d'intelligence artificielle des villes? Oui, tout à fait. Puis justement, nous, on n'est pas du tout dans une démarche qui se veut complètement anti-IA, au contraire, en fait. Non? Comme j'ai dit, nous, on développe nous-mêmes des algorithmes, mais justement avec un processus, une démarche, un cadre qui nous assure de le faire de façon responsable, transparente et au service de la société plutôt que d'aller utiliser les gens pour produire des IA. Je pense que cette question de ce que tu appelles le négatif, là, ce qu'on pourrait aussi appeler une approche critique, c'est-à-dire essayer de comprendre, oui, cette technologie, elle arrive et on ne va pas, nous, l'arrêter, OK? Par contre, il faut prendre conscience des impacts concrets et réels qu'elle a. Il ne faut pas non plus se cacher la tête dans le sable, il ne faut pas faire l'autruche et se dire que la technologie va nous sauver, qu'elle va résoudre tous nos problèmes. Au contraire, en fait, il y a plein d'enjeux, de problèmes auxquels la société fait face aujourd'hui qui déjà ne nécessitent pas du tout d'intelligence artificielle, qui peut être résolu avec plein d'autres moyens, notamment des moyens non techniques ou non technologiques, et beaucoup moins coûteux. Okay? Et quelque part, il faut valoriser ce genre d'approche-là, d'une part. Mais c'est aussi important, en fait, avec l'avènement de l'IA, qu'on se prépare à cette technologie-là et de s'assurer que les choses se passent bien. Et puis, les effets négatifs, en fait, d'une technologie, là, on peut, dans l'histoire de l'humanité, je veux dire, il y a plein de technologies qui sont apparues à différents moments, puis à différents moments, on a décrié l'apparition de la machine à imprimer comme étant la fin de la culture et de la société et compagnie. Je pense qu'il faut tout prendre avec un grain de sel et se dire, il faut se préparer pour les impacts négatifs, tout en favorisant un développement responsable de la technologie. C'est simplement ça, en fait. OK. Mais du coup, quand on parle de cette technologie-là, concrètement, pour une ville, en fait, déjà, le terme ville aussi est large, mais pour ceux qui nous écoutent, c'est plutôt de dire à quoi ça renvoie, c'est-à-dire concrètement, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle de ville, qu'est-ce qui rentre dedans, par exemple, comme technologie? C'est sûr que, il y a beaucoup de choses. Okay? L'intelligence artificielle, un peu comme l'informatique, là, c'est une technologie qui est extrêmement polyvalente. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a un champ d'application qui est presque infini dans la mesure où on peut vraiment utiliser des éléments d'IA dans presque toutes les activités, toutes les actions qu'on a au quotidien. D'accord? On le voit d'ailleurs dans notre utilisation des réseaux sociaux, dans notre utilisation d'Internet, dans notre travail au quotidien, avec ChatGPT, avec des systèmes de correction automatique des textes et compagnie. Donc, vraiment, il y a une application qui est générale et qui est d'ailleurs très utile à tout un chacun là, au quotidien. Donc, déjà, dans les villes, il y a ces applications-là. Donc, les municipalités, les villes, les communes, dépendamment de dans quel contexte géographique et politique on se situe là,
on peut le définir de façon différente, mais c'est sûr que, bon, déjà, il y a la ville comme, on va dire, entité administrative ou entité politique de gouvernance. Okay? Donc, c'est l'appareil municipal. Un appareil municipal, comme toute autre organisation, va utiliser, déployer de l'IA pour optimiser son fonctionnement, perfectionner ses process, pour mieux remplir sa mission, en fait. Puis la mission d'une municipalité, ça touche beaucoup d'enjeux, beaucoup de domaines. D'accord? Il y a la santé, l'éducation, il y a la sécurité publique, le transport, la mobilité. Presque tous les domaines existants, quelque part, sont pris en charge en partie par les villes, par les municipalités. Et il y a évidemment aussi toute la question de l'organisation interne. Donc, comment est-ce que la ville va justement s'assurer de favoriser des dynamiques de travail positives, d'alléger le travail des collaborateurs ou d'optimiser en fait leur travail en fonction des nouvelles données, des nouvelles technologies qui apparaissent. Donc ça, c'est les premières applications qui peuvent exister. Après ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la ville, au-delà d'un espace administratif et de gouvernance, c'est aussi un espace social et culturel dans lequel beaucoup de gens habitent. Non? La plupart des humains aujourd'hui habitent en milieu urbanisé. Et dans les pays comme le Canada ou comme au Québec, en fait, c'est vraiment la majorité des gens qui habitent dans un milieu fortement urbanisé, comme une grande ville comme Montréal, comme Québec, comme Gatineau. Et là, en fait, l'IA, elle prend plusieurs formes aussi. Elle prend toutes les formes qu'on lui donne quelque part. La ville est un peu devenue le réceptacle principal de la plupart des technologies d'IA qui sont utilisées encore dans tous les domaines possibles, de l'économie au transport, à la santé, à la culture et compagnie. Et c'est là où les villes, elles ont un rôle à jouer. Un rôle à jouer dans les modes de gouvernance pour s'assurer que cet impact-là, que la technologie peut avoir sur la population soit positif et reste positif. Mais du coup, quand tu parles bon, c'est vrai que ces exemples sont plutôt larges, mais si je te donne par exemple des exemples et que tu me dis si c'est de l'IA ou pas de manière générale, est-ce que par exemple une tondeuse à gazon automatique ou autonome, est-ce que c'est de l'IA ou pas? Alors, effectivement, il y a plusieurs entreprises, même des municipalités qui ont commencé à développer leurs propres produits d'IA, leur propre système d'intelligence artificielle, en fait, pour répondre à des besoins. Au Québec, là, il y a la question notamment du déneigement là, qui est assez importante, optimiser le service d'épandage de sel, le service de déménagement. Il y a des systèmes d'IA qui ont été utilisés aussi pour mieux déceler le besoin de travaux sur la voirie. Donc, par exemple, les fissures qui apparaissent là, très rapidement, en fait, ici, sur les routes, sur les rues. L'optimisation des flux de circulation qui peut aussi, intégrer des systèmes d'intelligence artificielle à bord des véhicules qui sont gérés par la municipalité, les autobus ou les véhicules qui sont utilisés par les collaborateurs de la municipalité. Il peut y avoir aussi des IA. Donc, quelque part, il y a des applications vraiment très, très, très multiples, en fait, à cette technologie-là en milieu urbain. Mais du coup, quand tu parlais de la question de la gouvernance, moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est de se dire, comment tu vois le rôle, par exemple, d'une municipalité dans la gouvernance d'une technologie comme l'intelligence artificielle? Très bonne question. Ça, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, comme tu le sais, parce que tu travailles notamment avec nous là-dessus. Mais en fait, moi, la prémisse de départ de cette question-là, pour moi, c'est d'une part le manque de gouvernance. Donc, l'IA, c'est une technologie complètement perturbatrice, complètement transformatrice, qui va avoir un impact profond sur l'humanité et sur la planète. Et ça, je pense que personne ne peut dire le contraire aujourd'hui, Et c'est la technologie la moins réglementée au monde, en même temps. Le champ pharmaceutique, le champ nucléaire sont et ont été très rapidement réglementés au vu des conséquences négatives potentielles que ces domaines-là, qui ont plein d'applications vertueuses, pouvaient avoir. L'IA, à cause du contexte culturel, à cause du contexte géopolitique, à cause de plusieurs facteurs, en fait, les États se sont engagés à ne pas la réglementer, en fait. Donc, plutôt de prendre un engagement en faveur d'une réglementation d'une gouvernance mondiale ou nationale de l'IA, on voit au contraire un engagement ferme de la part des États à ne pas réglementer, à ne pas encadrer l'IA. Et quelque part, qui reste? Les organisations internationales ont tenté de créer des cadres réglementaires ou des cadres, en fait, normatifs pour l'IA. L'ONU, l'UNESCO, l'Habitat, IEEE, donc plusieurs organisations mondiales comme ça qui l'ont fait. Mais évidemment, avec
comment dire, une mise en application qui est quand même relative parce qu'en fait, les États membres des organisations internationales restent souverains, en fait. Au niveau des pays confédérés ou fédéraux comme le Canada, comme la Suisse, comme l'Allemagne, là où on a des paliers de gouvernement intermédiaires comme les provinces ou les cantons, les Länders, encore là, il y a une réticence aussi à réglementer l'IA parce qu'on va plutôt suivre la ligne qui est donnée par l'État national, l'État fédéral, en fait, de ne pas réglementer l'IA. Donc, qui reste à la fin? Il reste que les municipalités. Et donc, pour répondre à ta question, moi, pourquoi est-ce que je pense que les municipalités ont un rôle à jouer dans la réglementation de l'IA, dans la gouvernance de l'IA? C'est parce que ce sont quelque part les derniers remparts qui restent pour encadrer cette technologie. Et ce sont les municipalités qui vont certainement être les premières en ligne de front, comme dans presque tout, là, à devoir gérer, régler et trouver des solutions à tous les problèmes que l'IA va poser. Et quelque part, c'est aussi à elles de trouver des façons de mieux encadrer la technologie. Mais du coup, est-ce que tu ne penses pas que, justement, le fait que l'IA entre un peu dans le champ de l'innovation technologique de manière générale, et je reste même sur le terme innovation, ça fait que c'est difficile d'encadrer l'innovation, si on va dire ça comme ça, dans le sens où on peut toujours encadrer ou réguler a posteriori, dans le sens où c'est quand on voit les impacts. Je me place du côté d'un gouvernement qui veut réguler quelque chose qu'il ne connaît pas ou qu'il ne maîtrise pas. Il se basera toujours sur des cas de jurisprudence, entre guillemets, de se dire « Ah, ok, ça, c'est déjà arrivé. Donc, ça, il faut soit l'interdire, soit l'autoriser. » Ça, c'est un premier aspect de l'encadrement, de la gouvernance de manière générale. Et puis, le deuxième aspect aussi, c'est que l'IA, justement, a cette particularité comme technologie de brasser beaucoup de flux financiers, quoi, tu vois. Donc, je me dis, ça soulève aussi la question de la balance de, OK, est-ce que je régule pour perdre le pouce ou le développement que cette technologie pourrait m'apporter et par derrière les gains financiers qu'il pourra avoir, ou est-ce que je régule, je laisse faire, justement, comme tu le dis, pour dire, OK, je veux justement tirer partir de ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ces sortes d'ambivalence ou de difficulté à encadrer justement cette technologie particulière? Je pense qu'effectivement, c'est ce que les États se disent. Alors, si tu prends le Canada, la France, là, récemment, avec les déclarations d'Emmanuel Macron, les États-Unis avec les déclarations de J.D. Vance, c'est vraiment le discours qu'ils ont mis de l'avant, que toute réglementation contraignante pourrait ralentir le développement de la technologie et notamment ralentir le développement économique et technologique face à une concurrence à l'échelle mondiale, notamment celle de la Chine et d'autres pays émergents, en fait. Donc, ce discours-là, il existe. Après ça, il faut faire attention parce que, j'ai dit que les pays avaient tendance à ne pas encadrer ou vouloir gouverner l'IA. En fait, c'est pas tout à fait vrai, en fait. Ils sont pas tellement... En fait, ils n'ont pas le désir de vouloir encadrer de façon contraignante l'intelligence artificielle. Par contre, ils ont un encadrement de soutien et de promotion et de développement qui est très, très fort. Ouais. Une énorme partie du financement qui va à la technologie en IA vient de l'État national. En fait, au Canada, il y a un grand programme de financement de la recherche en IA, un grand programme de soutien aux entreprises en IA, en fait. Donc, l'État intervient. C'est pas comme si l'État n'intervenait pas, en fait. Okay? Il y a vraiment une promotion active de la technologie qui fait partie des stratégies de gouvernance, en fait. Donc, il y a une présence. Par contre, ce qu'il n'y a pas, effectivement, c'est une approche de gouvernance qui pourrait être qualifiée par la contrainte, par exemple, ou par un encadrement normatif, c'est-à-dire de mettre des balises ou des limites au fonctionnement ou au déploiement de la technologie ou à son utilisation. Pour ce qui est de la question, en fait, de quel effet ces contraintes-là auraient. Là, je vais m'avancer de façon un petit peu hypothétique. C'est sûr qu'on n'a pas de travaux qui portent là-dessus spécifiquement, là, mais si on prend, par exemple, d'autres domaines de l'économie, comme le pharmaceutique, par exemple, comme le nucléaire ou comme d'autres secteurs d'économie, on voit que la déréglementation n'a pas nécessairement un effet positif sur le développement de ces technologies-là. En fait. Le domaine de la pharmacie, par exemple, il y a une réglementation à l'échelle mondiale qui est très forte, une réglementation à l'échelle nationale qui est très forte, et pourtant, c'est un secteur de l'économie qui est extrêmement lucratif et extrêmement dynamique, et dans lequel certains pays ont vraiment réussi à développer un leadership. Donc, l'idée même qu'une réglementation qui soit contraignante, ou du moins qui soit
conçu de manière à s'assurer de réduire les risques de la technologie sur les humains et le reste de l'environnement, là, a un effet négatif sur l'économie, ben ça, c'est aussi pour moi une prémisse qui n'est pas validée, en fait. Mais du coup, les municipalités, par exemple, dans tout ça, je me dis, elles jouent à la fois, comme tu le disais, genre, elles utilisent fortement la technologie pour optimiser leur processus, soit en interne ou de délivrance de services aux citoyens, par exemple. Mais après, en tant que dernier rempart, justement, comme tu le disais, elles ont aussi un rôle de régulation, d'encadrement, de gouvernance fort. Je veux dire, pour toi, ça prend quelle forme concrètement, justement? Alors, ça dépend vraiment du contexte. Hein. Nous, on travaille vraiment à l'échelle mondiale. Donc, quand on parle de municipalité, on parle autant de communes en Afrique, en Asie, en Europe qu'en Amérique du Nord. Donc, après ça, chaque contexte est très, très différent. Là. C'est sûr que les municipalités en Amérique du Nord, elles ont, on va dire, elles sont très faibles. OK? D'un point de vue politique, d'un point de vue justement légal, constitutionnel, les municipalités en Amérique du Nord, en fait, ce sont des créatures des lois provinciales ou d'État. Et donc, quelque part, elles ont très peu de levier, très peu de marge de manœuvre pour opérer. Et donc, quelque part, ça rend très difficile pour elles l'idée d'intervenir justement avec un cadre réglementaire ou normatif, notamment dans matière de l'IA. Par contre, les municipalités jouissent quand même d'un fort appui de la population et une capacité de communication et d'interaction avec les citoyens et citoyennes, en fait, qui est très, très, très forte, beaucoup plus forte que l'État provincial ou l'État fédéral, pour prendre le cas du Québec. Et c'est la même chose un peu partout, en fait. Quand on parle de cadre de gouvernance, cadre normatif de gouvernance, ça ne veut pas juste dire mettre des lois pour interdire des choses. Ça peut aussi vouloir dire mettre des lois pour faire la promotion de certaines choses, en fait, mais des choses qui, à long terme, vont avoir des effets positifs sur la réduction de risque de la technologie. Par exemple, l'éducation. Les municipalités ont la capacité, ont les infrastructures et ont accès aussi aux institutions universitaires, par exemple, nécessaires pour pouvoir offrir des formations à la population pour les familiariser avec la technologie. Un des plus grands risques qu'on conçoit avec l'IA, en fait, c'est le fait qu'on crée, on va dire, au sein de la société, des personnes qui sont extrêmement habiles à manipuler cette technologie-là, qui la comprennent très bien, et d'autre part, des personnes qui vont être complètement déconnectées de la technologie, ce qu'on appelle la fracture numérique, la fracture de l'IA, en fait. Et donc, une chose que les municipalités peuvent faire pour s'assurer de réduire les risques sur la technologie indirectement, c'est notamment de soutenir le développement des compétences de la population, mais aussi de leurs propres employés dans leur compréhension, dans leur usage de la technologie, de manière à ce qu'eux-mêmes puissent faire puissent prendre des décisions plus éclairées, puissent faire pression politique sur les gouvernements provinciaux, nationaux et autres, de façon plus efficace, avec un discours plus clair et des arguments mieux construits. C'est vrai que ce que tu dis est intéressant dans le sens où il y a cette question par rapport à la fracture numérique que tu évoquais, il y a aussi cette question de culture du numérique qu'il faut réussir à créer. Parce que effectivement, je vois bien le lien entre le dernier rempart, c'est de se dire, OK, s'ils agissent sur leurs citoyens, justement en les informant, en leur formant, ça aura aussi un effet au niveau de la décision, même au niveau national. Parce que indirectement, je pense que les citoyens ont aussi leur droit ou leur mot à dire sur les décisions qui sont prises, même au niveau national, au niveau stratégique. Donc, en étant informés, ils peuvent plus agir à ces niveaux-là. Mais effectivement aussi, je sais que tu travailles beaucoup sur la question de participation. Et justement, quand on parle d'informer, de former, il y a aussi une question de participation qui entre en jeu dans ça, à plusieurs niveaux. Et ça prend quoi comme forme? Une sorte de participation d'IA participative, en fait, si on va dire ça comme ça, à l'échelle des villes. Très bonne question. Alors, moi, la participation, je l'aborde de différentes façons. Dans le cadre de mon doctorat, je me suis spécialisé sur la question de la polarisation politique, en fait, donc sur l'opinion publique, puis comment l'opinion publique se structure dans l'espace, en fait, notamment en milieu urbain. Donc, après mon doctorat, j'ai beaucoup travaillé avec des organisations en France, notamment, sur des démarches de consultation publique ou de participation citoyenne, dont la Convention citoyenne pour le climat, dont le grand débat sur l'agriculture aussi, en fait, qui a eu lieu là sur la politique européenne agricole. Et c'est un peu à partir de ces expériences-là, en fait, que à la chaire, j'ai voulu intégrer davantage de réflexions et de travaux sur la question de la participation citoyenne avec différents collaborateurs
que ça intéressait. Donc, aujourd'hui, cette participation-là, elle passe par plusieurs canaux. Tout d'abord, ça passe par, évidemment, une recherche qui se veut axée sur les communautés. Okay? Donc, c'est vraiment essayer de comprendre les besoins, les aspirations, les défis qui sont rencontrés par les communautés locales. Et les communautés, ça peut être défini de façon très, très variable, mais par différents groupes de personnes, différents individus, et notamment les personnes, les individus, les groupes qui sont souvent les plus marginalisés ou qui ont le moins accès aux institutions ou aux ressources économiques ou de savoir qui existent. Okay? Pour vraiment permettre une autonomisation, en fait, qui est un empowerment. Donc, dans le cadre de nos projets en IA, ça prend plusieurs formes, mais ça prend notamment la forme de travailler de façon très, très, très proche avec des personnes qui sont issues de ces communautés-là pour mieux comprendre comment eux vivent la ville, comment eux ils expériencent les inégalités, comment est-ce qu'eux ils perçoivent l'espace public. Et donc, on a un projet qui s'est terminé il y a quelques temps, là, qui avait pour objectif, lui, de mieux comprendre comment est-ce que des personnes qui sont issues de groupes minoritaires, donc des personnes soit handicapées, des personnes issues de groupes culturels, ethniques minoritaires, des personnes migrantes, des personnes de la communauté LGBTQIA+, comment est-ce qu'elles perçoivent l'espace public et qu'est-ce qui fait en sorte que certains espaces publics qui paraissent accessibles et accueillants ou sécuritaires aux personnes qui les conçoivent, en fait, aux municipalités, aux agences d'architecture et d'urbanisme, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas utilisés par ces personnes-là, en fait? Et donc, dans ce cas-là, on a utilisé une IA, en fait, pour essayer de comprendre justement quelles étaient les caractéristiques visuelles qui sont perçues par ces personnes-là, en fait, et qui les rendent moins accessibles à leur regard. Une autre approche qu'on a développée, c'est celle, justement, de favoriser la collaboration, la communication et l'explicitation des idées quand vient le temps de faire une démarche de participation publique. Okay? Une consultation publique. Donc, un des grands enjeux des consultations publiques, on le sait, c'est le fait que ce sont toujours un peu les mêmes personnes qui participent à toutes les consultations. C'est des personnes qui ont du temps, qui ont les moyens, qui ont une capacité à s'exprimer, à comprendre aussi, en fait, les objectifs de la consultation. Une autre façon qu'on approche ça, c'est à travers la question de la participation. Parce qu'on sait, ce sont toujours les mêmes personnes qui vont participer aux événements de consultation publique, des personnes qui ont le temps, des personnes qui ont les moyens, des personnes qui ont les capacités à s'exprimer, à comprendre les enjeux, des personnes qui sont souvent connectées, qui ont eu le vent, en fait, de la participation. Mais qu'est-ce qui arrive des autres, en fait? Okay? Si c'est toujours les mêmes 10 personnes sur un quartier de 200 000 habitants qui participent et qui prennent une décision pour tout le monde, qu'est-ce qui arrive? Surtout que ces gens-là ne sont pas élus, en fait. Ils n'ont pas été désignés pour participer à ces processus-là, en fait. Ben donc, du coup, l'idée ici, c'est d'utiliser l'IA générative, et notamment tout ce qui est langage d'un modèle, pour favoriser le dialogue, favoriser l'interaction qui peut exister entre la population, entre les citoyens entre eux, mais aussi entre les citoyens et les institutions, donc entre les citoyens et les municipalités et les organisations qui vont chapeauter les processus participatifs, ainsi que d'autres acteurs qui interviennent dans le processus de conception de l'espace public. Donc, c'est deux exemples avec lesquels nous, on utilise l'IA, en fait, pour favoriser la participation citoyenne et l'inclusion sociale. Ouais. Mais du coup, quand je t'écoute, je vois que, en fait, c'est l'IA, en fait, le développement d'une IA participative, en fait. Oui. Alors, c'est ça. Donc, nous, c'est toujours un peu compliqué à expliquer parce qu'on fait de l'IA participative pour développer de l'IA qui favorise la participation. C'est ça. Ouais. Donc, du coup, c'est ça. Donc, on travaille encore là avec une approche axée sur les communautés où est-ce qu'on va vraiment intégrer le plus possible différentes personnes issues de différents groupes culturels minoritaires dans le processus de cadrage, conception, développement, déploiement et d'évaluation de l'IA. Donc, dans tout le cycle de vie de la technologie, on va essayer d'intégrer ces personnes-là. Puis, on est un peu les seuls à le faire, d'ailleurs. D'une part. Et d'autre part, en fait, ces IA-là, un peu par défaut et par définition, elles vont aussi répondre aux besoins des personnes issues de groupes minoritaires, en fait. Et c'est là où on voit que la technologie, elle n'est pas neutre. OK? Quand on développe une technologie, les personnes qui la développent, les personnes qui participent à son élaboration, à sa conception, à la production des données, ont un impact direct sur le type de problème auquel la technologie s'adresse. Et avec une technologie comme l'IA, qui est une technologie qui a quelque part des applications dans tous les domaines, ce sont toujours les mêmes groupes de personnes, encore là, toujours les mêmes groupes d'ingénieurs, de personnes privilégiées qui définissent quels sont les problèmes et pour qui.
ben, cette technologie-là ne va jamais vraiment servir aux personnes qui, elles, n'arrivent pas à accéder, en fait, au processus de développement ou à sa conception, en fait. Donc, c'est là où notre approche, c'est vraiment de dire que pour créer une technologie qui soit responsable et transparente, une technologie qui soit vraiment au service des citoyens, ben, il faut tout d'abord impliquer les citoyens. Ouais, je suis d'accord avec ça, mais je vais te taquiner un peu aussi avec autre chose, c'est est-ce que les IA, de manière générale, du moins celles qui ont cet impact disruptif ou ces impacts négatifs de manière générale, en quelque sorte aussi, elles sont un peu participatives, non? Parce que quand on regarde les données qui sont utilisées, par exemple, pour entraîner un large language model, par exemple, bah, en fait, c'est participatif dans le sens où c'est des données qui viennent de tout le monde, tu vois. Mais la réalité, à la fin, c'est justement ces sortes de biais ou de reproduction de schémas sociétaux globaux. Est-ce que tu ne penses pas qu'à une certaine échelle, on peut se voir participatif, mais en augmentant l'échelle, on voit quand même qu'il y a une sorte de dictature de la majorité qui émerge aussi, même dans les éléments les plus participatifs possibles? Ben, justement, c'est-à-dire que les exemples que tu donnes là, de modèles qui sont entraînés sur des très, très grandes quantités de données, donc ces données-là, elles sont évidemment issues de personnes, là, que ce soit à travers l'utilisation de données qui sont disponibles sur le web ou sur des plateformes ou peu importe. Là. Donc, là, on n'est pas dans une approche participative, dans une approche extractive. C'est-à-dire qu'on vient chercher les données des gens sans leur poser la question, sans leur demander leur avis, sans les rétribuer pour la production de ces données-là. En fait, quelque part, on utilise ce que ces gens-là font, ce que ces gens-là disent, leur information personnelle, leurs données personnelles même, en fait, pour entraîner des modèles. Et là, effectivement, on est dans un système de dictature algorithmique de la majorité, dans le sens où les personnes qui produisent le plus de données vont être mieux représentées dans ces données-là, dans ces algorithmes-là. Et quelque part, ces algorithmes-là risquent aussi de mieux servir ces personnes-là. Il y a des personnes qui ne produisent pas de données, des personnes qui ne vont pas sur Internet, qui n'ont pas de téléphone intelligent, qui n'ont pas d'application, qui ne sont pas sur Twitter et compagnie. Ces personnes-là ne sont pas représentées dans les données, en fait, qui sont les données d'entraînement. Et quand la technologie, l'IA, vient résoudre un problème pour quelqu'un, que ce soit en termes de mobilité, en termes d'accessibilité, des questions économiques et autres, ces personnes-là sont invisibilisées, en fait. Elles ne sont juste pas présentes. Et quelque part, leur cas particulier, leur spécificité, leur unicité n'est pas pris en considération. C'est pour ça que de travailler avec les communautés, c'est important, parce que là, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on essaie de comprendre quels sont les besoins qui sont les besoins uniques à certains individus, uniques à certains groupes de personnes qui sont souvent peu ou pas du tout représentés dans les jeux de données qui sont extraits par les entreprises. Donc, encore là, moi, je pense qu'il ne faut pas confondre extractivisme avec participation. Mais est-ce qu'en incluant, justement, ce n'est pas aussi une forme d'exclusion, d'une certaine façon? Parce que je me dis, logiquement, une inclusion universelle est utopique, dans un sens. Je ne vois mal comment on peut faire de l'inclusion, c'est-à-dire, par exemple, en développant un algorithme, c'est de prendre la vie de tout le monde, non seulement la vie individuelle, mais toutes les facettes possibles de cette vie-là. Sachant que l'être humain peut être aussi changeant, etc. Tu vois? Mais je me dis, en prenant le cas du projet, par exemple, d'évaluation des espaces publics ou alors de la participation sur le plan large, en se focalisant sur les communautés marginalisées le plus souvent dans les approches, est-ce que ce n'est pas aussi exclure la majorité aussi d'une certaine façon? Ça, on peut en débattre très longtemps. Moi, je pense qu'on ne peut pas exclure la majorité jamais, en fait. La majorité, par définition, et la majorité, elle domine, en fait. Les phénomènes d'exclusion ne concernent que les groupes qui sont marginalisés par la majorité, qui sont dominés par la majorité. De notre approche, justement, on reconnaît ça. On reconnaît qu'il y a des gens qui sont exclus des processus, il y a des gens qui ne sont pas représentés dans les algorithmes, il y a des gens qui ne sont pas représentés dans les données. Quand on fait une étude dans laquelle on vient faire participer des gens issus de groupes minoritaires, on le fait en sachant qu'on n'intègre pas les perspectives d'autres personnes, en fait. Mais on le fait consciemment. Leur gros enjeu, et encore là, un des gros risques qui a été identifié avec l'IA, c'est le fait qu'on part du principe, à la base, du biais, quelque part, en fait,
que l'IA représente tout le monde, que les solutions algorithmiques sont applicables à tout le monde de façon égale et ce, partout sur la planète. Or, c'est faux. On sait très bien que les données d'entraînement linguistique, par exemple, ont été entraînées sur des données principalement anglophones et qu'il y a beaucoup de langues qui ne sont pas représentées, en fait. Et donc, du coup, on crée des inégalités d'accès aux outils et donc, quelque part, aussi des inégalités d'accès économique, social et culturel pour les personnes, pour les groupes qui ne sont pas représentés. Donc, effectivement, la participation est importante. Mais après aussi, moi, j'ai parfois l'impression, je l'ai dit aussi dans les autres épisodes, qu'on est dans on vit dans une société déterminée. Donc, on est dans une forme de déterminisme technologique où on ne peut pas se passer de la technologie, entre guillemets. Mais il faut justement, comme tu le dis, développer des approches pour que cette technologie serve la majorité au mieux. Bon, pas la majorité, mais serve tout le monde au mieux. Oui, tout le monde, c'est voilà, ça. Tout un chacun. Oui, tout un chacun au mieux. Donc, mais moi, je me pose la question de, ça je te demande à toi, c'est comment tu vois donc justement une société de demain quand tu analyses les trajectoires actuellement et que tu mets un peu de sauce de participation à l'intérieur, en fait. Pour toi, ça ressemblerait à quoi, en fait, si tu dois rêver à un futur possible par rapport à tout ça? En fait, je trouve que l'avantage que la technologie, notamment l'IA, peut avoir, donc la technologie de l'information peut avoir par rapport au processus actuel, en fait, c'est justement la mise en transparence. C'est un peu paradoxal, en fait, parce qu'on critique beaucoup l'IA pour l'absence de transparence que la technologie produit. En réalité, en fait, cette technologie-là, parce qu'elle s'appuie sur des données, elle peut mettre en transparence, en fait, quelles données elle a utilisées et comment. Okay? Et donc, quelque part, l'idée, c'est que l'IA permette notamment de comprendre qui a été intégré au processus, qui n'a pas été intégré au processus. Dans quelle mesure est-ce que différentes personnes, différentes voix, différents groupes sont représentés ou non à travers tout un processus démocratique. Okay? Mais du coup, c'est de l'IA pour l'IA, non? C'est-à-dire, c'est comprendre comment l'IA fonctionne avec de l'IA, dans le sens où je développe des algorithmes pour améliorer le processus démocratique de manière large, faire entendre la voix de tout le monde. Et après, j'utilise encore de l'IA pour vérifier que tout le monde a été écouté. C'est pas ça? Non, c'est pas tout à fait ça, en fait. C'est-à-dire que l'IA, tu poses la question de la technologie, comment est-ce que la technologie vient perturber notre quotidien? Je pense que le mot technologie, il faut le prendre au sens large. Okay? L'IA, c'est une technologie qui nous sert justement dans différents contextes à résoudre des enjeux, des problèmes, à optimiser certaines choses. Okay? La démocratie, c'est aussi une technologie. C'est aussi des règles, c'est aussi des mécanismes, c'est aussi des processus sociaux, réglementaires, légaux, constitutionnels qui ont été inventés, créés pour permettre à tout un chacun, en fait, de s'exprimer. Est-ce que cette technologie-là, elle est parfaite? Non. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui fonctionnent. L'IA, c'est un peu la même chose, en fait. Okay? Et donc, du coup, l'interaction qu'il peut y avoir entre la technologie IA et la technologie démocratie, finalement, pour moi, c'est ça qui crée la plus-value. C'est pas seulement de dire qu'on fait de l'IA pour l'IA ou de la démocratie pour la démocratie, mais c'est-à-dire qu'on peut imbriquer ces technologies-là ensemble, les technologies, on va dire, sociales, les technologies numériques ensemble, pour favoriser le développement, d'une part, d'une IA qui soit responsable, mais d'autre part aussi d'une démocratie qui soit plus responsable, plus représentative de l'ensemble des membres de la société. Et ce serait quoi ton scénario catastrophe parfait, en fait, si on regarde un peu dans le futur, en fait? Ce serait quoi ton scénario catastrophe en termes d'IA? Donc, l'idée, c'est que tu présentes un peu c'est quoi le scénario catastrophe et que tu nous dises un peu l'ensemble des mauvaises décisions, justement, qu'on a prises pour arriver à ce scénario catastrophe. Très bonne question. Je pense que, pour moi, le scénario catastrophe, c'est celui de la mauvaise gouvernance. Okay? Mauvaise gouvernance, qu'est-ce que j'entends par là, en fait? Simplement, c'est une prise de décision qui ne prend pas en considération le monde réel. Genre, on se retrouve dans un scénario type Terminator, quoi. Plus dans le genre, on se retrouve dans un scénario où on se focalise sur juste la question économique, ou juste la question géopolitique, ou juste la question... Et pour moi, c'est de la mauvaise gouvernance. C'est quand on ne comprend pas ou qu'on n'admet pas que l'ensemble des dimensions de la société doivent être pondérées, que oui, l'économie c'est important, oui,
la question de la domination géopolitique peut être importante pour certaines personnes, que l'environnement c'est important, que la justice c'est important, que les libertés c'est important, que la santé c'est important. Et une bonne gouvernance, finalement, c'est une gouvernance qui fait quelque part avec tout ça ensemble. Donc, pour moi, le scénario catastrophe, c'est un scénario où l'IA ne sert qu'à des intérêts précis pour des objectifs spécifiques sans prendre en considération toutes les conséquences négatives qu'elle peut avoir et qui vient justement pas servir la population, en fait, qui vient servir seulement les intérêts de certaines personnes qui maîtrisent la technologie ou qui maîtrisent les ficelles qui servent à tirer sur cette technologie. Et est-ce que dans ce scénario catastrophe-là, justement, on se retrouve un peu dans ce que le grand public craint actuellement en mode grand remplacement, inégalité majeure, riches et pauvres qui vivent dans une plateforme à 300 mètres du sol, etc. Le grand remplacement, c'est une autre chose. Le grand remplacement, c'est une sorte de théorie complètement loufoque. Je pense qu'il ne vaut même pas la peine de discuter, là. Mais oui, c'est-à-dire que la technologie, l'IA, comme toutes les technologies, en fait... Donc, quand je dis grand remplacement, c'est en termes des robots, par exemple, qui ont remplacé... remplacement complètement. Non, pas remplacement, pas celui-là. Non. Moi, je n'ai pas de souci à ce que, dans une certaine mesure, beaucoup des actions, des activités, des tâches de travail qu'on fait actuellement, en fait, que moi-même je fais au quotidien, là, soit pris en charge par l'IA. Enfin, il y a plein de tâches que je délègue volontiers, en fait, à des IA, là. Si cette chose-là est accompagnée, en fait, d'une transformation sociale réfléchie et planifiée et bien amenée, en fait. Okay? C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ça vienne remplacer des emplois, il ne faut pas non plus que ça vienne remplacer des jobs, en fait, parce que ces personnes-là, elles ont des compétences, des connaissances, des savoirs qui sont tout à fait utiles, en fait, à l'entreprise ou à l'organisation. Et donc, ces personnes-là peuvent tout à fait prendre d'autres responsabilités, d'autres tâches et grandir dans ce rôle-là, en fait. Après ça, je ne suis pas du tout non plus convaincu là, de la vision complètement apocalyptique. On va être remplacé par des robots, puis on va être... Non. Par contre, c'est vrai que ce qu'on voit avec l'IA actuellement, c'est qu'il y a une concentration des capitaux, une concentration du pouvoir, et surtout, en fait, une augmentation des confrontations. Okay? C'est-à-dire qu'avec l'avènement de la technologie, puis on le voit très bien entre les États-Unis et la Chine, par exemple, que la recherche du développement de cette technologie-là, la course à la technologie, en fait, crée non seulement des retombées économiques, qui peuvent être positives d'ailleurs, en fait, mais crée une apparence de confrontation, une apparence de conflit qui me semble, elle, être problématique, en fait. Qui me semble, elle, porter éventuellement à des conflits réels, des conflits armés notamment, quand la même technologie aurait pu faire l'objet aussi d'une sorte de compétition, mais beaucoup plus sereine et beaucoup mieux organisée à l'échelle mondiale. Mais après, bon, moi je vais donner mon scénario catastrophe. C'est un mode, pour moi, c'est quand je trace les trajectoires, les tangentes à partir des coordonnées actuelles, c'est de se dire que la planète Terre n'existe plus tout simplement. Une partie de la population est allée coloniser notre planète parce que justement, comme tu disais, les guerres avec des armes de plus en plus sophistiquées et des personnes qui n'arrivent pas à s'entendre à cause des intérêts économiques, personnels, politiques, etc., justement, la dictature de la majorité a fait en sorte que ceux qui ne pouvaient pas se défendre ont été exterminés, quoi. Et puis les riches sont juste partis avec leurs robots volants, propulsés à l'intelligence artificielle, et les armes sont restées faire la guerre sur la Terre, quoi. Donc ça, c'est mon scénario catastrophe de catastrophe. Très catastrophe. Ouais. Mais après, justement, ce serait quoi par rapport à ça, une sorte de... Par rapport à ton scénario catastrophe à toi, pas par rapport au mien, mais ce serait quoi ton scénario alternatif, je dirais pas idéal, mais du moins le futur souhaitable que tu aimerais construire, justement. Quelles sont les décisions qu'il faudrait prendre, justement, pour arriver à ça? Je pense vraiment que l'IA peut jouer un rôle là-dedans. Je pense que l'IA peut effectivement peut-être nous pousser vers un scénario catastrophe, mais peut aussi nous donner des pistes de solutions, en fait. Notamment parce que la technologie et l'IA, c'est une technologie qui est, paradoxalement encore là, peut paraître très complexe, mais reste quand même très accessible, en fait. Okay? De plus en plus accessible, notamment, à plusieurs égards, dans les compétences de programmation, dans l'équipement même, en fait, les outils
calculs sont de plus en plus économiquement accessibles. Là. Puis bon, il faut mettre des guillemets là-dessus parce que c'est pas tout le monde qui peut se payer des chips NVIDIA, mais en gros, elles sont de moins en moins chères. Je pense que l'IA peut devenir une source d'émancipation et d'autonomisation pour beaucoup de gens, notamment dans des contextes de fortes inégalités. Et les plus fortes inégalités, on les retrouve à l'échelle mondiale, en fait. C'est entre les pays très riches et les pays du sud global, en fait, ce qu'on appelle historiquement les pays en voie de développement, là. Où, en fait, comme l'IA est une ressource économique, on va dire, qui ne mise pas sur ou uniquement sur la ressource matérielle, mais sur la ressource humaine, en fait, sur l'intelligence humaine, sur les compétences humaines, on peut très bien voir cette technologie devenir une porte d'entrée pour beaucoup de personnes vers une émancipation économique, en fait. Donc, dire que, pour moi, mon scénario idéal, ça serait qu'on encourage l'éducation, le développement de compétences, de façon générale, bien sûr, mais notamment sur cette technologie-là. Comment est-ce qu'on arrive à favoriser la compréhension des enjeux de l'IA, la compréhension de la technologie et sa maîtrise par l'ensemble de la population, comme aujourd'hui, on s'attend un petit peu à ce que tout le monde sache lire et écrire. Okay? Qu'éventuellement, on s'attend à ce que tout le monde comprenne les bases de l'IA, tout le monde comprenne comment est-ce qu'on crée, on produit un algorithme, en fait, et si on l'enseigne très, très, très tôt, en fait, dans le cheminement scolaire, par exemple. Donc, si je te résume, c'est, bon, depuis le début, c'est genre gouvernance, participation, formation, quoi d'autre? Régulation. Bon, non, gouvernance, régulation, ça rentre un peu dans ça. Ben, non, je pense que c'est un petit peu ça, en fait. Bon, tout ça, c'est très, très lié entre eux, en fait. Hein. Mais l'autre principe, pour moi, de base, c'est transparence. C'est vraiment l'idée que plus on est transparent, plus on est clair, plus on est cash, comme on dit en bon québécois, là, sur la technologie, sur nos intentions, sur ce qu'on en fait et compagnie, plus les choses vont bien se passer, en fait. Ouais. Bon, malheureusement, moi, j'ai pas de scénario idéal. J'ai reçu mon scénario catastrophe. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments. Merci de nous avoir parlé de l'IA, de la participation, de la gouvernance et principalement de l'IA dans les villes. Merci beaucoup et à la prochaine. Ouais, merci Landry. Ouais. Un grand merci à notre invité pour avoir pris le temps de partager son expérience et ses idées. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Et merci à l'Université de Montréal de nous accueillir dans son magnifique studio d'enregistrement. Ce podcast fait partie du projet Evadia Plus, mené par la chaire UNESCO en paysage urbain, qui explore la ville et ses transformations à l'ère du numérique. Bye bye.